Eh bien, en 2100, les humidités moyennes du sol seront équivalentes aux situations de sécheresse extrême d'aujourd'hui. Donc, effectivement, on a raison de s'inquiéter de l'effet du changement climatique sur la teneur en eau du sol, l'humidité du sol. Bonjour, Frédéric Dent est toujours pour vous servir. Nous sommes le 133e jour de l'année à Brunoy, d'où j'officie depuis mon bureau que vous commencez à connaître. Il fait beau après qu'il ait plu. C'est la 42e émission. Et oui, mesdames, messieurs, la 42e émission, c'est dans le sol depuis que cette série a été lancée un peu grâce au Covid en 2020. Et nous sommes donc déjà, si je compte bien, dans la saison numéro 4. Si vous n'avez pas tout suivi, n'ayez crainte, n'ayez pas honte. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions modestes et géniales en ligne sur le site media.eiwa.fr ou sur la chaîne YouTube du groupe EIWA. Alors, cette émission, comme vous le savez, déjà, et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, est produite par la coopérative Rhizobium, qui est membre du groupe EIWA, lequel groupe EIWA regroupe 3 coopératives qui œuvrent ensemble pour la conservation du vivant, en particulier le vivant qui est dans les sols et les zones humides. Cette émission doit également son existence au soutien constant de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de l'Europe. Oui, l'Europe vers laquelle on se tourne quand rien ne va. Eh bien, l'Europe aide cette émission à exister et à poursuivre. Rhizobium, sachez-le, au travers de son programme de sciences participatives intitulé Le Réseau Sol, invite tous les usagers des sols, notamment les agriculteurs, les maraîchers et les forestiers, à se former pour observer, analyser, comprendre par eux-mêmes leur sol et leur état de santé, l'état de santé des sols, hein, pas des usagers des sols. C'est dans le sol, s'inscrit ainsi dans cette volonté de partager des savoirs autour du sol. Petite actualité du moment, il n'y a pas de raison de ne pas faire une petite pub. Si vous cherchez, mesdames, messieurs, des instruments ou du matériel pour appliquer des protocoles d'observation de la santé du sol, sachez qu'EIWA, qui a le cœur sur la main, a ouvert une boutique en ligne où vous trouverez tout le nécessaire pour appliquer la palette des protocoles de mesure de la santé du sol selon la méthode Biofunctool et puis la méthode Pecnolab. Vous pourrez ainsi trouver un slake test manuel pour la modique somme de 52,80 € TTC. Je ne sais pas ce qu'est un slake test manuel. Alors le site s'appelle EIWA Shop, donc https://shop comme shop.eiwa, toujours.fr. L'adresse doit se trouver dans le chat en ce moment. Alors ce soir, nous poursuivons notre cycle démarré cette année, l'an dernier, sur le thème sol et climat, et nous allons nous intéresser plus particulièrement au sujet de l'eau dans le sol et le climat avec une intervenante pour l'instant mystérieux. Je vous la présenterai après qui, après quoi, après Mehdi Thomas, qui va nous parler, nous introduire le sujet dans une petite vidéo dont tu as le secret et qui dure, allez, 4 minutes. On la regarde et je vous reprends après. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série C'est dans le sol. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'eau. L'eau et le sol. Comment garder l'eau dans le sol. Commençons par quelques notions essentielles pour en comprendre un peu plus. Allez, 5 minutes pour essayer de comprendre, ça commence maintenant. Lors de son cycle naturel, qu'on appelle aussi grand cycle de l'eau, l'eau passe par le sol. On distingue les eaux vertes et les eaux bleues. Les eaux vertes sont les eaux contenues dans les sols et mobilisées par les plantes. Elles représentent à peu près 60% des précipitations. Les eaux bleues sont les eaux transférées vers les cours d'eau, lacs et nappes phréatiques, qui représentent à peu près 40% des précipitations. Le petit cycle de l'eau est quant à lui moins connu. Il correspond au cycle de l'eau dans le cadre de son utilisation anthropique, c'est-à-dire en lien avec l'homme. Tout ce qui va être pompage, stockage, distribution, traitement des eaux usées et retour au milieu naturel. Bon, revenons sur le sol.
L'infiltration et le stockage de l'eau dans le sol sont dus à la porosité de celui-ci. On distingue plusieurs niveaux de porosité, micro, méso et macro. En gros, les petits, les moyens et les gros trous dans le sol. Les tailles des pores d'un sol sont majoritairement déterminées par la structure du sol, c'est-à-dire l'agencement géométrique des éléments solides dans l'espace, et par la texture, c'est-à-dire la taille des grains solides. Ces pores peuvent être remplis par l'air ou par la solution du sol. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la porosité est petite, plus elle retient l'eau, et plus la porosité est grande, plus l'eau y circule facilement. Mais quel est l'intérêt de garder l'eau dans le sol? Un sol avec de bonnes réserves en eau présente de nombreux avantages. Meilleure disponibilité de l'eau pour les cultures, meilleure résistance face aux aléas climatiques, une meilleure capacité à stocker le carbone, etc. etc. A l'inverse, un sol avec une très faible réserve en eau présente de nombreux inconvénients. Perte de biodiversité et de biomasse, risque de conflit pour l'usage de l'eau, vulnérabilité augmentée face aux événements climatiques qui sont de plus en plus fréquents et intenses à cause du dérèglement climatique, etc. etc. Bon, nous venons de voir que la porosité du sol joue un rôle important dans sa capacité à stocker de l'eau. Et nous avons vu qu'il était dans notre intérêt de garder l'eau dans le sol. Mais quels sont les éléments qui influencent la porosité d'un sol? Plusieurs éléments peuvent impacter la structure et la porosité d'un sol. La vie du sol, c'est-à-dire à la fois l'activité des micro-organismes et l'activité des vers de terre qui vont creuser des galeries. La texture du sol, est-ce que celle-ci est facilitatrice ou non pour les vers de terre et les autres organismes du sol. Les matières organiques, la météo et le climat, notamment l'alternance gel et dégel qui crée des fissures et donc de la porosité. Et enfin, les activités humaines. Les activités humaines peuvent être très problématiques, comme par exemple l'imperméabilisation des sols, qui empêche l'infiltration de l'eau. On peut aussi citer des pratiques agricoles comme le labour ou le tassement qui réduisent la porosité du sol. Il faut aussi comprendre qu'un sol qui se dessèche, c'est un véritable cercle vicieux, car plus un sol est sec, moins il absorbe d'eau. Je sais, c'est contre-intuitif, c'est comme une vieille éponge qu'on aurait mise de côté et qui se serait desséchée avec le temps. Si on souhaite à nouveau l'utiliser, il va falloir du temps et beaucoup d'eau pour que celle-ci puisse à nouveau jouer son rôle d'éponge. On dit que le sol devient hydrophobe. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est comment agir sur les sols sans risquer de les assécher? Ou mieux encore, peut-on agir sur les sols et sur la porosité pour augmenter leur capacité à stocker de l'eau? Messieurs, dames, Mehdi a encore œuvré pour notre culture, notre acculturation. Il est parfait. Nous sommes donc le 13 mai. Le 13 mai, figurez-vous que c'est un 13 mai en 1610 que la reine Margot a été couronnée. Alors, je ne sais pas si elle est la reine Margot, mais en tout cas, elle est la co-chef de la directrice adjointe, pardon, de l'unité Info et Sol de l'INRAE à Orléans. Bonjour Isabelle Cousin, êtes-vous parmi nous? Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et tous. Je suis parmi vous, mais je ne suis plus la directrice adjointe de l'unité Info et Sol, Alors? mais ce n'est pas grave. Mais alors, mais qui êtes-vous maintenant? Je continue à travailler dans cette unité, mais plus en tant que directrice adjointe. Eh ben, comme ça, vous n'avez pas la paperasse à faire et c'est très bien, vous avez plus de temps pour nous. Le 13 mai 1940 également, un certain Churchill a déclaré à Westminster, je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Qu'est-ce que vous avez à offrir à nos spectateurs et spectatrices? Et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'une directrice de recherche travaillant sur l'eau a à nous offrir en matière de connaissances sur les sols? Est-ce qu'avec le changement climatique, on va éliminer ce sujet tout de suite, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter pour l'avenir? Est-ce qu'on aura du sang, du labeur, des larmes et de la sueur? Alors, du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, je ne me prononcerai pas parce que ça va dépendre d'un certain nombre d'options politiques choisies par nos dirigeants. Par contre, est-ce que le sol va souffrir du changement climatique? Alors, assurément, oui. Hein. Le sol va devenir de plus en plus sec. Donc, vous le savez, la sécheresse a trois dimensions. En général, on Ouais. s'intéresse à la sécheresse hydrologique. Donc, c'est celle qui nous parle le plus souvent, la sécheresse Celle qu'on hydrologique. voit, celle C'est qu'on celle voit le qu'on voit. plus. C'est les niveaux bas des cours d'eau.
Mhm. On voit aussi la sécheresse atmosphérique, la sécheresse météorologique. Donc ça, c'est la pénurie de précipitations, d'ailleurs pendant une période prolongée en général. Et puis, il y a cette sécheresse qu'on voit moins, mais qui est tout autant dramatique que les deux précédentes, qu'on appelle la sécheresse agricole ou la sécheresse édaphique ou la sécheresse du sol. Tout ça, c'est sous ce même vocable, on regroupe ce concept de manque d'eau dans le sol pour l'alimentation hydrique des plantes. Et donc oui, avec le changement climatique, cette sécheresse agricole, cette sécheresse édaphique va s'intensifier. Euh, on projette, alors moi j'ai des chiffres qui sont ceux de la région centre, puisque j'habite à Orléans, et donc les projections de Météo France pour la sécheresse dans la région centre nous montrent euh, que ce soit dans un horizon dit proche 2021-2050 ou dans un horizon dit lointain 2071-2100, eh bien l'assèchement dans le sol va être très important. Les périodes de sol dit sec, c'est-à-dire où l'état de remplissage de la réserve en eau du sol, on en reparlera après, j'imagine, Frédéric, Mhm. eh Bien sûr. bien, va s'allonger de 2 à 4 mois. Et en contrepartie, les périodes dites de sol humide vont se réduire de 2 à 4 mois. Et au final, eh bien, en 2100, les humidités moyennes du sol seront équivalentes aux situations de sécheresse extrême d'aujourd'hui. Donc effectivement, on a raison de s'inquiéter de l'effet du changement climatique sur la teneur en eau du sol, l'humidité du sol. Bon, donc vous nous promettez, si ce n'est du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, du moins quelques sécheresses, quelques croûtes, quelques lames de battant. C'est donc beaucoup de labeur qu'on démarre dès ce soir pour savoir quoi faire et comment faire. Mais d'abord, l'eau dans le sol, c'est quoi, c'est où, c'est comment moi, le premier, j'ai commis l'erreur de dire qu'un sol de qualité, un sol plein de flotte, c'était forcément un sol très vivant. Et je me souviens en 2023, quand je vous avais interviewé, vous m'aviez presque engueulé en me disant, mais non, ça n'a rien à voir. Alors Isabelle Cousin, refaites tout l'article. L'eau dans le sol, elle arrive comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un sol retient l'eau et pas un autre? Alors, ce qui fait qu'un sol retient l'eau, eh bien, c'est que finalement, il dispose d'une capacité à retenir l'eau qu'on appelle le réservoir en eau utilisable, qui est qualifié par la quantité de trous, parlons un peu vulgairement, de trous qu'il y a dans le sol de pore, ce qui est d'ailleurs très bien expliqué dans la vidéo que vous avez montrée en introduction. Le sol, c'est un assemblage de particules, de particules minérales et d'activités des êtres vivants qui génèrent une porosité complexe à plusieurs échelles. Donc, on voit bien dans votre vidéo micro, méso et macro. Et donc, eh bien, la porosité de ce sol fait que c'est un milieu poreux. Il va pouvoir se comporter comme un espace de stockage de l'eau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un sol Mhm. retient plus ou moins d'eau? Eh bien, en premier lieu, c'est la taille de ce réservoir. Bien sûr, plus un réservoir est épais, profond, et plus il peut potentiellement stocker de l'eau, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce réservoir, on le remplisse. Alors, Donc le réservoir, attendez, je vous coupe. Et d'ailleurs, perfidement, je vous rappelle que vous n'étiez pas content il y a quelques années, vous m'aviez dit on parle de réservoir utile, alors qu'avant, nous autres chercheurs, quand nous étions plus jeunes, on parlait de réserve utile. Il y avait donc une masculinisation d'un des rares noms scientifiques féminins. Vous êtes toujours sur cette récrimination, Madame Cousin, avant de continuer? oui, à l'exception du réservoir en eau utilisable et de la réserve utile, je lutte personnellement contre la masculinisation des termes, mais là, en l'occurrence, il y a un vrai fondement scientifique. Le, le réservoir en Mhm, eau utilisable, mhm. le réservoir utilisable, c'est effectivement ce potentiel du D'accord. sol à stocker de l'eau. C'est la taille du réservoir. La réserve, c'est Ouais. finalement comme dans une voiture, c'est la quantité d'eau qui est présente dans le sol. Et donc, on ne doit pas confondre l'un et l'autre, et en particulier, on ne doit pas confondre réservoir et réserve parce que quand on utilise par exemple un agriculteur qui utilise un outil d'aide à la décision en irrigation, cet outil va être paramétré par le réservoir en eau utilisable, c'est-à-dire la taille
la taille de son réservoir d'essence, là, Ouais. d'eau en l'occurrence. Et ce réservoir en eau utilisable, eh bien, il dépend d'un certain nombre de paramètres, mais pas forcément de tout. Et en particulier, et c'est là sûrement où vous me taquinez, Frédéric, pas toujours de la matière organique. Il Alors, y on a va y ce venir raccourci, Alors, on va y on venir va à en la revenir matière après, organique, très mais bien. donc d'abord, ce sont des trous, donc des petits, des moyens, des gros. Oui, Le réservoir utilisable, c'est ce qui est contenu dans ces trous, c'est ça. oui, le volume cumulé des vides qui sont dans le sol et qui vont permettre à l'eau d'être stockée. Alors, D'accord. elle est stockée, et ça, c'est pareil, c'est bien expliqué dans la vidéo. Elle est stockée parce qu'il y a des pores de taille différente, et en particulier parce qu'il y en a des petits. L'eau, elle est retenue dans les petits pores. Par contre, elle s'infiltre par les pores de grande taille. Et donc, dans un sol, on a besoin des deux. On a besoin des petits qui font le réservoir, et on a besoin des grands qui font office de possibilité à l'eau de s'infiltrer. Expliquez-moi pourquoi l'eau préfère rester dans les petits et est-elle distribuée par les gros? Est-ce qu'il y a une raison physique à ça? Oui, oui, oui. En fait, quand c'est un problème de physique, de capillarité notamment. Euh, quand, alors, essayons Allez-y, on d'expliquer a le ça temps, allez-y. un On va peu, faire un petit cours de sciences naturelles. un petit cours de sciences physiques. Alors, imaginons, euh, par exemple, imaginons que vous êtes en train de faire la vaisselle, Ça m'arrive. et que voilà, vous avez votre éponge au fond du bac à vaisselle. Cette Mhm. éponge, c'est un milieu poreux, il y a des trous. Vous sortez l'éponge du bac à vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? L'eau dégouline. L'eau dégouline, on en C'est fout rien, partout. Mhm. elle dégouline parce que c'est saturé en eau et parce que l'eau va s'écouler par gravité. D'accord. Et puis, à un moment donné, cette eau, elle arrête de dégouliner. Mhm. Pourtant, il reste de l'eau dans l'éponge. Qu'est-ce qui se passe physiquement? C'est que finalement, les forces de gravité qui attirent l'eau vers le sol, celle qui vient des grands pores, et les forces de capillarité, celles qui retiennent l'eau dans l'éponge, s'équilibrent. Et c'est exactement le sol, c'est la même chose. Quand il est saturé en eau, l'eau percole à sa base, elle s'écoule par les grands pores, elle va rejoindre des horizons plus profonds, elle va rejoindre des nappes phréatiques. C'est l'effet de la gravité. Et puis à un moment, cette gravité s'arrête parce que les forces de capillarité s'équilibrent avec ces forces de gravité. Et c'est ce que les agriculteurs connaissent bien, c'est l'état dit de capacité au champ. C'est la quantité d'eau maximale Mhm. que le sol peut retenir. Et puis après, D'accord. reprenons l'éponge que vous avez sortie du bac à Mhm. vaisselle et qui a fini de dégouliner. Il reste de l'eau dedans. Et cette eau, eh bien, vous pouvez l'extraire en Mhm. appuyant dessus. Mhm. Vous appuyez un peu, une petite quantité d'eau est extraite. Ça, c'est comme si vous étiez une plante et que vous exerciez une succion. Vous faites très bien la plante, hein. Je fais très bien la plante. Ouais. Et là, ça veut dire qu'on est allé chercher de l'eau dans des pores qui sont plus petits, mais qui sont encore accessibles. Et puis, plus vous voulez extraire de l'eau, et plus il faut apporter une force forte. Et, et à un moment donné, et c'est exactement ce que fait la plante, elle exerce une force de succion de plus en plus forte jusqu'à ce que, à un moment, la force qu'elle devrait exercer ne suffit pas à aller chercher de l'eau qui est retenue très fortement. C'est ce que dans une plante on appelle le point de flétrissement permanent. Et vous, quand vous faites la vaisselle, c'est au moment où vous avez tellement serré votre poing que Il n'y a vous ne plus pouvez rien. plus rien faire. Pour autant, Ou que pour l'effort autant, à fournir pour extraire ce qui reste d'eau est supérieur à ce que la plante peut faire. exactement. Pour Mhm. autant, il reste encore de l'eau dans le sol, mais cette eau est dite de l'eau liée. C'est de l'eau qui est inaccessible aux plantes. Donc les grands, pour résumer, Mhm. les pores de grande taille, ils permettent à l'eau de s'infiltrer et puis ensuite d'être drainée par gravité. Et puis ensuite, l'eau est retenue dans... Plus le pore est de petite taille, plus l'eau est retenue fortement. Et plus pour aller la chercher, il faut exercer une succion forte. D'accord. Donc, c'est dans c'est dans les petits pores que les forces de capillarité, appelons-les comme ça, sont supérieures à celles de la gravité, on va dire. Oui, tout à Voilà. fait. Tout à D'accord. fait. Et Et la celles pour... capillarité, vous l'avez, excusez-moi Frédéric, tout Ouais. le monde l'expérimente en mettant une paille dans un verre d'eau. Si on regarde une paille transparente dans un verre d'eau, on voit que l'eau
est très légèrement surélevé, puis fait une espèce de petit, ce qu'on appelle un ménisque. Ça, c'est la capillarité qui s'exerce. Ok, d'accord. Mais ce qui veut dire que, et après on va aborder un autre thème, ce qui veut dire que même dans un sol en apparence sec, une bonne vieille lame de battance, une croûte, il reste encore un peu d'eau dans les tout petits trous. Oui, euh, oui, oui. Il reste. Alors, peut-être qu'on peut avoir un sol complètement sec. Enfin, sincèrement, je ne le pense pas, au moins en Ouais, milieu naturel. Il y a toujours de l'eau liée, mais de l'eau qui est même possiblement de l'eau de constitution, mais qui est absolument inaccessible, euh, d'accord, inaccessible à la végétation. d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? On parle des sols là, vous parlez des trous, mais est-ce que, alors j'ai un peu déjà la réponse, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les roches aussi, les roches un peu friables, calcaires, où il y a plein d'eau, où il y a plein de trous déjà? Est-ce que les plantes peuvent aller la chercher, cette eau également, dans ces Oui, trous-là? alors oui, bien sûr, les roches sont des milieux poreux également. Les sols se développent à partir d'un matériau parental qui parfois est parfois une roche fracturée. Et donc les racines peuvent s'infiltrer dans des anfractuosités de la roche et Mhm. aller pomper de l'eau dans cette roche. Euh, et sans aller jusqu'à la roche, dans les sols, on a souvent, pas souvent, mais parfois des cailloux. Et donc, on a cette impression un petit peu, quand on se promène dans la campagne, de se dire, oh là 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 là, il y a des cailloux partout, rien ne va pousser. Eh bien, au contraire, dans certaines situations, au contraire, les plantes peuvent se développer parce que ces cailloux, qui sont des fragments de roche, retiennent de l'eau et en général la retiennent avec des pores de petite taille, donc vont pouvoir recéder de l'eau au moment où la terre fine, elle, s'est complètement vidée de son eau et constituent des réservoirs qui parfois, mais bien sûr pas toujours, Mhm. parfois permettent à la plante de lutter contre la sécheresse. Je dis pas toujours, car bien sûr, ça dépend de la nature de la roche et de sa porosité. Donc, quand les viticulteurs disent une vigne, il faut que ça suce le caillou, bah, c'est une réalité. Exactement. Et d'ailleurs, Ouais. quand on regarde un sol de vigne, on se dit souvent, oh là là, c'est quoi ce truc caillouteux, rien ne pousse. Mais au contraire, il pousse de la vigne. Et qu'est-ce qu'elle pousse bien? Et qu'est-ce qu'elle donne des produits de qualité d'ailleurs? C'est sûr. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, est-ce que, donc, juste du point de vue de la structure, de la composition du sol, donc on parle bien de ces trous, est-ce qu'on peut faire une typologie de sol, ou est-ce que c'est irréaliste, de sol plus ou moins riche en eau, avec le réservoir utilisable plus important qu'un autre? Oui, oui, tout à fait. On peut. Alors, ce qui est bien expliqué dans la vidéo introductive aussi, c'est que le sol, c'est ce milieu un peu intermédiaire, ce milieu que certains appellent semi-vivant, un vocable que j'affectionne particulièrement, où c'est cette composition à la fois d'éléments minéraux et d'éléments Mhm. organiques. Et puis, eh bien, c'est ce qui confère les propriétés hydriques et thermiques, l'ensemble des propriétés du sol qui sont variables. Et on peut calculer le réservoir en eau utilisable des différents types de sols. On dispose même d'une carte de France à haute résolution du réservoir en eau utilisable sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et Euh, le hasard fait que cette carte, vous l'avez, vous allez nous la montrer. je peux vous la montrer. Eh bien, allons-y, puisque vous pouvez le Euh, faire. Je peux le faire. Elle peut le faire. Et Donc, elle va le faire. vais le faire. Donc, voici la carte du réservoir en eau utilisable sur le territoire français. Vous voyez, euh, Mhm. alors elle est assez volontairement un petit peu floutée. C'est une carte à haute résolution. Elle a été calculée à la résolution de 90 mètres, selon Mhm. un format qu'on appelle format Global Soil Map, peu importe. Vous voyez des espaces à faible réservoir en utilisable, ça c'est une échelle en millimètres, et puis Mhm. des espaces à fort réservoir en eau utilisable. Mais bien sûr, pour réaliser cette carte, nous ne sommes pas allés faire des mesures tous les 90 mètres sur le territoire, mais nous avons utilisé des données annexes qui sont la profondeur des sols, la texture des Mhm. sols, leur teneur en matière organique, etc. Et donc, cette évaluation
est fatalement entaché d'une erreur qu'il est très important de connaître. Et Mhm. cette petite incrustation que vous avez ici, Mhm. c'est l'incertitude associée sur la mesure. Ah Ça ouais, peut c'est beaucoup. paraître un petit peu technique, mais j'insiste sur le fait que quand on a une valeur chiffrée, à haute résolution, mais sur un grand espace, on serait un petit peu tenté d'aller voir chez soi et de se dire, ah oui, mais c'est comme ça chez moi, là, par exemple, je ne sais pas, tout à fait, dans cette région, là, là, super, le réservoir en eau utilisable, il est assez sympa, il est élevé, Ouais, mais la sauf marge que je d'erreur vais est voir énorme. Mm. l'incertitude, la marge d'erreur est importante. Donc, j'insiste sur l'utilisation de données à haute résolution, mais possiblement entachées d'erreurs. Cependant, cette carte, elle est fiable, elle est disponible publiquement sur cette référence que j'ai mis ici sur cette diapositive. Bon, grossièrement, il y a pas beaucoup d'eau sur les montagnes. Grossièrement, il n'y a pas forcément beaucoup d'eau sur les montagnes parce que ce qui fait essentiellement la taille de réservoir en eau utilisable, eh bien, c'est L'épaisseur du sol. l'épaisseur du sol. D'accord. Et donc, alors, cela dit, cette carte, c'est bien le réservoir en eau utilisable du sol. Ça n'est pas exactement euh, le, le réser- l'espace dans lequel l'eau pourrait aller chercher, la plante pourrait aller chercher de l'eau, puisque nous venons de le dire, elle peut aussi, la plante, aller plus profondément, aller chercher de l'eau dans des anfractuosités. Alors ça, c'est le cas des montagnes. Et puis ce que cette carte ne prend pas en compte notamment également, c'est ce qu'on appelle les remontées capillaires. Il existe des situations où les sols ne sont pas très profonds, mais où les nappes souterraines sont D'accord. quasi affleurantes, et donc l'eau remonte par capillarité, ou bien les racines vont s'enraciner assez profondément dans ces zones où l'eau est plus disponible. Donc voilà, cette carte, elle est importante pour avoir une vision nationale du réservoir en eau utilisable, mais il faut être particulièrement Mhm. prudent lorsque l'on souhaite l'employer à une échelle locale. Et pour connaître ce RU, ce RU, c'est forcément des analyses de sol ou le satellite peut-il permettre de donner une indication de la capacité qu'a le sol à contenir de l'eau? Alors, que peut faire le satellite pour nous en matière d'eau dans les sols? Alors, le satellite, il peut nous donner une information Mhm. sur l'humidité de surface des sols. D'accord. Il y a des programmes satellites, le programme euh, SMOS, j'espère que je ne me trompe pas dans l'acronyme, qui voilà, mesure l'humidité du sol. Il y a des gammes de longueur d'onde, en particulier les micro-ondes, qui permettent d'avoir accès à cette humidité du sol. Pour autant, le satellite voit une image de la surface et ne donne pas une information sur la profondeur du sol. Alors, si c'est ça qui intéresse les gens, il faut des traitements assez élaborés d'images satellites ou, par exemple, à partir de l'analyse de la dynamique de croissance d'une culture, on peut, de façon inverse, revenir au réservoir en eau utilisable. Mais c'est extrêmement technique et, à mon sens, pas opérationnel pour des applications au quotidien. On est encore là plutôt dans le domaine de la recherche. Donc le D'accord. satellite, avoir Mhm. une vue de la surface, OK, en- y compris une vue de la structure, et vous avez cité tout à l'heure le terme de battance de l'état de la structure du sol, qui donne une information sur sa capacité ou pas à s'infiltrer. Mais par contre, le réservoir en eau utilisable, là, je ne pense pas. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous êtes 70. Petit résumé à ce stade. Donc, l'eau dans le sol est fonction de la porosité, donc de la nature du sol, de l'épaisseur du sol, de son contenu en cailloux, de la proximité ou pas d'une nappe, et aussi quand même un petit peu ou pas, chère Isabelle, de sa quantité en matière organique. La matière organique, elle apporte quoi? Vu comme ça, depuis le début de cette émission, on se dit, bah, elle n'a pas beaucoup de rôle. Là, c'est la capillarité, donc c'est les petits trous. Puis pour la circulation, c'est les gros trous. Quid de la matière organique? Alors, la matière organique, euh, sur la taille de réservoir, c'est-à-dire que sur la taille de ce RU, la matière organique a effectivement peu d'effet, si D'accord. ce n'est dans les sols sableux ou quand on augmente un petit peu la teneur, enfin, quand on augmente significativement la teneur en matière organique, alors on augmente la taille de réservoir. Par contre, Pourquoi? Parce que la la matière ma- organique va retenir l'eau que le sable ne peut pas retenir? oui, 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 D'accord. essentiellement pour ça. Et donc, en fait, je vous ai dit tout à l'heure,
Non, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Je vous ai dit quand, je vous l'ai pas dit, quand l'eau part, le sol est complètement saturé, l'eau s'écoule par gravité jusqu'à un état qu'on a appelé l'état de capacité au champ. Et puis ensuite, la plante peut pomper à l'intérieur de ce réservoir jusqu'à son état dit de flétrissement Mhm. permanent. Ouais. Le RU, c'est la Mhm. différence de teneur en eau entre la capacité au champ et le point de flétrissement permanent. Quand on rajoute de la matière organique, on déplace un petit peu ces valeurs. On augmente la teneur en la capacité au champ, on augmente le point de filtrissement Mhm. permanent, donc on n'augmente pas le différentiel, sauf en sol sableux où on augmente un petit peu ce différentiel. Donc, sur rigoureusement, stricto sensu, le réservoir en eau Mhm. utilisable, l'effet de la matière organique est modéré. Cependant, la matière organique, en général, c'est bénéfique pour plein de choses. Ça stimule la biodiversité. Lorsque les racines se développent et que l'activité de la mésofaune et de la macrofaune se développe, eh bien, on fabrique de plus en plus de galeries. Et donc, pardon, la matière organique, elle va permettre, de façon assez macroscopique, de permettre une meilleure infiltration de l'eau. De façon plus microscopique, eh bien, le fait qu'il y ait de l'activité biologique, des mycorhizes, ça va permettre de rapporter de l'eau aux plantes, donc ça va la rendre plus Mhm. disponible. Et puis enfin, quand on a un couvert végétal, eh bien, donc cette matière organique vivante, eh bien, on va déjà limiter le ruissellement, puisque la pluie, quand elle va Mhm. arriver à la surface du sol, son énergie va être freinée par les feuilles. Et donc, elle ne Il n'y va aura pas pas l'effet dégrader ploc. la surface du sol, ça ne va pas faire de splash et ça ne va pas ruisseler. Et puis, bien sûr, cette matière organique, quand elle est morte en surface, qu'on dépose des mulches, elle va aussi limiter l'évaporation. Donc, de façon rigoureuse sur exclusivement le réservoir en eau utilisable, la matière organique a peu d'effet. Par contre, sur la réserve, c'est-à-dire la quantité d'eau qui peut s'infiltrer et la disponibilité qu'elle a ensuite, eh bien, cette matière organique est bénéfique. Et de toute façon, la matière organique, elle est bénéfique pour plein d'autres choses et donc on a toujours intérêt à la mettre dans le sol. Je me permets juste, par contre, Mhm. une petite remarque sur la vidéo qui a été passée en introduction. Le, le carbone, ça n'est pas ça n'est pas d'ordre 1 que une meilleure réserve en eau du sol va favoriser le stockage du Oui, carbone. je savais que vous alliez dire ça, donc je rappelle la citation, la phrase de Mehdi. Un sol avec une bonne réserve en eau permet de nombreux avantages, une meilleure capacité, dont une meilleure capacité à stocker le carbone. Je résume, il n'y a pas de lien organique entre les deux, si Je j'ose sais dire. pas qu'il n'y a pas de lien organique, c'est que c'est un lien de deuxième niveau. Voilà. S'il y a une meilleure réserve, possiblement il y a une meilleure production de biomasse, possiblement on rapporte plus de matière organique au sol, etc. Mais il n'y a pas de lien direct. C'est juste ça qui me fait un petit peu réagir. Je comprends Bon, la faut résumer, vous nécessité savez. d'une simplification pédagogique. Celle-ci m'a semblé un petit peu osée. Bon, eh ben, on engueulera Mehdi, mais je pense Non, non, que... non, on l'engueulera pas. Il a raison Si. de communiquer sur les sols et d'insister sur l'importance de stocker le carbone. Et il fait ça très bien. Est-ce que quand on parle de matière organique, quelle que soit la matière organique, vivante, morte, c'est la même chose, il y a le même rôle, petit rôle sur la capacité qu'a l'eau à pénétrer un sol et à y rester? Alors, la matière organique morte, par exemple, celle que l'on va laisser à la Ouais. surface du sol, elle va avoir un effet physique de Hmm. limitation De de l'évaporation, l'évapotranspiration. Hmm. voilà, de limitation aussi du ruissellement parce qu'elle va intercepter l'énergie des gouttes de pluie. Et puis, cette matière organique morte, eh bien, elle est toujours bénéfique pour que la biodiversité se développe. La matière organique vivante, donc par exemple les racines qui vont Mhm. émettre des exopolymères, la Pourquoi vous mésofaune, la citez, macrofaune qui va pardon, pourquoi vous circuler. citez les exopolymères? Elles ont un rôle dans Je la les captation cite de l'eau? parmi Hmm. d'autres molécules dont je précise, je ne suis pas spécialiste du tout. Disons que au contact des racines, le sol, juste au contact de la racine, ce qu'on appelle la rhizosphère, a des propriétés un petit peu différentes du sol qui est
plus loin de la racine, en particulier parce que toutes ces molécules organiques vont favoriser une rétention d'eau au plus proche de la racine. Donc c'est pour ça que je citais, je citais ces exopolymères, entre autres molécules organiques au contact de la rhizosphère. D'accord. Spontanément comme ça, on se dit les vers de terre de Daniel Cluzot, les micro-organismes de Lionel Ranjard, les champignons de Marc-André Sellos. A priori, tout ça, bah, ça fait des galeries, si ce n'est des trous. Donc, ça va quand même faciliter la rétention de l'eau et en fait, pas tant que ça. Donc, Ben, disons que ça facilite la rétention de l'eau parce que ça peut être des pores de petite taille. On a vu que ce d'accord? sont dans les Ouais. pores de petite taille que l'eau est retenue. Euh, Et puis après, c'est un système en mouvement perpétuel aussi, hein. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a des organismes qui repassent toujours par les mêmes galeries, mais il y en a qui en creusent. Enfin voilà, ce système est un système géométrique qui évolue en permanence. Donc les- l'activité biologique de toute nature est favorable soit à l'infiltration, soit à la rétention, dont il faut bien comprendre que quelque part, c'est un petit peu antagoniste. C'est-à-dire Mhm. que ce qui fait que le sol peut restituer de l'eau aux plantes, c'est qu'il a un réservoir important, c'est-à-dire qu'il a des pores de petite taille qui vont pouvoir stocker de l'eau, mais c'est Mhm. aussi qu'il a des pores de grande taille qui vont pouvoir y apporter de l'eau. Et donc, euh, c'est pas un combat entre les petits et les grands, mais disons, c'est une nécessité d'avoir cette porosité à toutes les échelles pour rendre les services que l'on attend vis-à-vis de l'alimentation hydrique des cultures. Et est-ce qu'on peut désorganiser le système, la circulation de l'eau dans le sol et sa rétention si on met trop de plantes qui vont trop évapotranspirer? La question est peut-être très bête. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met beaucoup de plantes qui vont évapotranspirer? Alors, ce qui peut se passer, mais qui ne se passe pas toujours, euh, Mehdi l'explique aussi dans son exposé introductif. euh, on distingue l'eau verte et l'eau bleue. Ouais. L'eau verte, c'est celle qui arrive de la pluie, est stockée dans le sol et ensuite est restituée aux plantes, qui est donc évaporée et évapotranspirée. Cette eau verte, c'est 65% des pluies. Et puis par contre, l'eau qui va ruisseler en surface, s'infiltrer, percoler, qui va aller alimenter les nappes ou les rivières, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. La question qui est parfois posée, c'est il faut couvrir les cultures, il faut couvrir les sols, ça a plein d'effets bénéfiques, mais alors si j'évapotranspire tout, est-ce que je continue à recharger mes nappes? Eh bien, ça dépend des situations. On a fait un exercice de modélisation. Peut-être, si Allez-y, je vous montrez-nous-le. partage un visuel, pardon, je vous partage un visuel sur cette thématique qui est issu des travaux de thèse de Grégory Obiandong. Je vais essayer de l'expliquer sans trop vous assommer. On vous fait confiance. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas assommés. Pas de raison que ça ne Voilà, continue donc on pas. a fait un exercice Mhm. sur des régions du nord de la France que vous avez ici, la somme de toutes ces petites cartes. Donc Mhm. vous voyez un petit peu le nord du Massif central, la Beauce, la Champagne, jusqu'au nord de la France. Et Mhm. sur l'ensemble de ces situations, nous nous sommes intéressés, pardon, à savoir s'il y avait un antagonisme entre l'eau verte et l'eau bleue. Et donc, à l'échelle annuelle, on a regardé, pardon, la valeur moyenne de la quantité d'eau verte. Merci pour le verre d'eau. La valeur moyenne de la quantité d'eau verte évapotranspirée Mhm. et de la quantité d'eau bleue drainée à la base du sol. Vous avez ici deux petits graphiques. Je vais revenir sur les. Je vous invite à regarder juste ces petites lignes en pointillé. Mhm. Ça, c'est la moyenne sur toutes ces petites cartes de la quantité d'eau bleue et de la quantité d'eau verte. Et vous voyez que la quantité d'eau verte en moyenne sur le territoire est supérieure à la quantité d'eau bleue. Maintenant, focalisons-nous sur cet ensemble, cette sous-carte, où l'on voit que, certes, la quantité d'eau verte qui est représentée par ce carré est toujours supérieure à la Mhm. quantité de bleu, mais que pour autant, elle est inférieure à la moyenne nationale, celle-ci étant supérieure. Ça correspond à des situations suivantes, qui sont des effets à la fois du système de culture et du sol.
nous avons ici des rotations courtes, monoculture de blé, blé colza, des taux de fertilisation élevés, supérieurs en l'occurrence à 175 kg par hectare, des sols alcalins, calcaires et un réservoir en eau utilisable assez D'accord. faible, inférieur à 100 mm. Au contraire, si nous nous intéressons à ces quelques petits points sur la carte, eh bien, vous voyez toujours ce différentiel entre l'eau verte et l'eau bleue qui est beaucoup plus important. La quantité d'eau verte est très, très supérieure à la quantité d'eau bleue et on exacerbe le différentiel national. Ça correspond à des rotations courtes dans lesquelles, alors ça doit être masqué par, voilà, ma tête. Je voudrais pourtant que vous voyiez bien ceci, des rotations blé-betterave avec beaucoup de cultures intermédiaires, une fertilisation moyenne, des sols légèrement acides sans calcaire et un réservoir en eau utilisable élevé. Et vous voyez que par modélisation, on peut traiter cette question de l'antagonisme de l'eau verte et de l'eau bleue, identifier des couples à la fois sol, système de culture, pratique agricole, qui vont permettre soit de stimuler de l'eau verte, soit de stimuler de l'eau bleue. En l'occurrence ici, la, la quantité d'eau verte est Mhm. très favorisée par une fréquence de culture intermédiaire élevée, ce qui est finalement pas très surprenant Mhm. puisqu'elle transpire. Pour autant, la quantité d'eau drainée est faible, mais n'est pas nulle. Donc, est-ce que à couvrir les sols partout, on arriverait à ne plus recharger les nappes? Question qu'on pourrait être en légitimité de se poser. Sincèrement, je ne le pense pas, mais peut-être que ça nécessite quand même des exercices de modélisation dans les situations de changement climatique, ce qui n'a pas été fait ici. C'est quand même très intéressant ce que vous soulevez, parce qu'on ne cesse de dire que la conservation des sols, appelons-la comme ça, que la couverture des sols et l'absence de travail ne peuvent que favoriser les sols, ne peuvent que favoriser la rétention en eau des sols. Et en fait, pas tant que ça, c'est plus complexe. Il y a beaucoup de paramètres à analyser. Il peut y avoir cet antagonisme. Pour nos amis qui nous écoutent, ah bah non, il y a peut-être une question Internet. Tiens, je vous la soumets tout de suite. Yves Colombet. Isabelle, un sol argileux est-il plutôt favorable ou défavorable au stockage et à la redistribution des lots pour les plantes? L'argile, donc. Eh bien, alors Frédéric, est-ce que vous me permettez de partager un visuel? Oh, mais vous pouvez tout vous Euh, permettre. Jusqu'à présent, vous avez été parfaite. Vous n'avez assommé personne. Je sais pas, je sais pas si j'ai assommé personne, mais justement, je vous montre un effet de la texture du sol sur justement ce réservoir en eau utilisable. Donc, c'est un petit visuel qui explique ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez un sol qui est saturé. Par contre, si ma souris fonctionne pas, c'est embêtant. La teneur en eau diminue jusqu'à la capacité au champ. Elle diminue encore jusqu'au point de flétrissement permanent. Et cette zone qui est représentée en vert sur cet axe Mhm. qui représente la teneur en eau du sol, eh bien, c'est le réservoir en eau utilisable. D'accord. Regardons ce qui se passe si euh, donc cette quantité d'eau entre la saturation et la capacité au champ, celle qui draine par gravité, c'est donc l'eau de drainage. Celle qui est située entre la capacité au champ et le point de flétrissement permanent, c'est le réservoir en eau utilisable. Et vous voyez que si on le représente en fonction de la texture du sol, donc Donc, vous sable m'interrogez et argile à sur, droite. voilà, on a le sable ici. Donc vous voyez que le sable, il retient pas beaucoup d'eau et Ouais. que beaucoup d'eau est drainée. Et puis vous voyez ici, l'argile retient beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau liée, c'est-à-dire que finalement, elle n'est pas forcément très accessible aux plantes et retient une quantité intéressante quand même, un réservoir en eau utilisable quand même élevé et une quantité d'eau drainée qui est plus faible. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ce sont les situations intermédiaires de mélange le loam en anglais, c'est le limon, mais au sens assemblage D'accord. argile, limon, sable. Vous voyez que ces situations équilibrées, ce sont les situations dans lesquelles le réservoir en eau utilisable est le plus élevé. Ce qui veut dire pour nos amis agriculteurs qui nous regardent, si on veut augmenter le rhu, on peut apporter de l'argile dans un sol qui en comporte peu, par exemple? Oui et non, parce que déjà, je ne sais pas comment on apporte de l'argile dans Ben, le j'en sais sol. rien. Et puis surtout, ce graphique est un petit peu pernicieux dans le sens où il ne tient compte que de la texture du sol, Mhm. mais je redis que ce qui fait avant tout, à l'ordre 1, le réservoir en eau utilisable, c'est la profondeur du sol. Alors,
Vaut-il mieux un sol épais, argileux, Mhm. qu'un sol court, équilibré? Eh bien, ça se traite au cas par cas. Mais en D'accord. tout cas, il vaut mieux un sol équilibré, profond, qu'un sol sable court. Ça, OK. c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous répondez à nos amis agriculteurs ou agricultrices voilà, qui veut augmenter son réservoir utile? Quel conseil vous lui donnez? Il faut plein de plantes qui vont faire plein de racines, qui vont faire circuler l'eau. Il faut quand même un peu de biomasse. Il faut, tiens, le labour. Voilà, labour ou pas labour? Ah, labour. Alors, nos amis agriculteurs qui veulent augmenter le réservoir en eau du sol. Alors, ils vont pas pouvoir faire grand-chose sur la Bon, taille de réservoir. ah, Ils vont pouvoir mettre un petit peu de matière organique, enfin, mettre de la matière organique s'ils sont en sol sableux, ils vont augmenter un petit peu, mais on l'a dit tout à l'heure de façon c'est les. pas importante. Par Et puis donc, contre, ils peuvent le remplir, ce réservoir, faire en sorte qu'il ne se vide pas. Donc, comment on remplit le réservoir? Peut-être, je reviens après sur votre question du labour. Eh bien, comment on utilise l'eau qui est présente dans le sol? Eh bien, on peut, par exemple, euh, déjà exploiter toute l'épaisseur du réservoir en eau, c'est-à-dire promouvoir des cultures qui vont s'enraciner profondément, par qui exemple, vont structurer le sol. Euh, une astuce, je dis une astuce, c'est facile à moi de le dire, je sais que c'est pas facile à mettre en œuvre. C'est réaliser des associations à enracinement différencié. On peut imaginer, euh, c'est la situation de l'agroforesterie, où on va mettre des cultures qui vont aller s'enraciner profondément, des cultures qui vont aller s'enraciner moins profondément. On peut connaître la nature des éléments grossiers, des cailloux, des pierres, des roches, si on en a, et se dire, ah, peut-être que, vu la nature de mes cailloux, eh bien, ils peuvent restituer de l'eau aux plantes. Et donc, je tiens compte de ce potentiel dans ma pratique, par exemple, d'irrigation. Et puis, bien sûr, ben, pour tout ça, je limite l'évaporation. Ça, c'est très important. Je limite l'évaporation en ayant un sol couvert. Je d'accord. n'ai pas répondu à votre question sur le labour. Non, 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 donc je vous la repose. Le labour, alors on ne cesse de dire que le labour, là, il faut le limiter au maximum. En même temps, le labour, il ouvre les sols, donc a priori, il fait circuler l'eau. Et puis en même temps, pour labour, non, allez-y, hein, on commence par ça. Euh, alors, déjà, entendons-nous bien sur labour. Quand on dit Mhm. labour, on dit retournement. Donc, le labour, sa vocation, il se trouve que, effectivement, quand on laboure, on fabrique de la porosité, mais ça n'est pas la vocation première du labour. La vocation première du labour, C'est de c'est désherber. d'enfouir les graines adventices pour éviter, alors oui, même pas tout à fait désherber, plutôt éviter que ça s'enherbe. Je Éviter que dirais ça les choses s'enherbe, comme ça. d'accord. Donc, on enfouit les graines adventices qui, si elles germent, on peut espérer qu'elles ne vont pas arriver en surface et ne pas trop se développer. Dans une situation où malheureusement, le sol a été tassé, par exemple parce que on a été contraint de Mhm. faire la récolte de l'année précédente en mauvaises conditions. Ça arrive fréquemment sur les cultures que l'on récolte à l'automne. Ben, s'il pleut beaucoup et qu'il faut quand même aller chercher ses betteraves, eh bien, on a des risques de tassement et parfois un travail du sol qui n'est pas forcément un labour va permettre de réaérer le sol. Est-ce que le labour favorise, le labour va donc créer des pores de grande taille, donc peut favoriser l'infiltration, mais ne va pas augmenter significativement la taille de réservoir, puisque de nouveau, on va labourer Mhm. euh, sur l'horizon de surface, d'ailleurs préférentiellement pas trop profond, pour pas tout modifier, pour ne pas enfouir toute la matière organique, stimuler la minéralisation, casser les micro-habitats. Donc, on va avoir un labour raisonné qui va voilà, casser des mottes tassées, ce qui sera euh, un effet bénéfique qui vient s'ajouter à l'enfouissement des graines adventices. Et vous parlez du l'adjectif qualificatif raisonné. Tout le monde raisonne hein, aujourd'hui, c'est pratique, mais c'est quoi un labour raisonné? On le raisonne comment? On le modélise, ça se modélise ou c'est du doigt mouillé? Euh, alors,
déjà, les pratiques agricoles, on peut avoir des grandes théories, mais assurément, celui qui sait mieux le faire, c'est l'agriculteur qui connaît sa parcelle. Mhm, Donc, je ne me permettrai pas de mhm. donner des conseils aux gens qui sont les experts de la connaissance de leur milieu. Euh, Cependant, euh, on peut se dire que euh, peut-être on limite un labour systématique. Alors, D'accord. il y a des systèmes de culture où ça n'est pas possible. Il y a des systèmes de culture où on est obligé de labourer tous les ans. Mais peut-être on peut réfléchir à un système de culture où on va faire un labour qu'on appelle occasionnel, où on ne va pas labourer tous les ans, mais on va revenir ponctuellement quand la situation l'impose. Et puis, c'est pareil, il y a un enjeu sur la profondeur du labour. On a labouré à 30 centimètres, parfois 40, et les instruments de plus en plus lourds et de plus en plus gros permettent d'aller de plus en plus profondément. Mais peut-être que pour limiter ce jeu de rotation de la matière organique, etc., on aurait intérêt à peut-être faire des labours plus superficiels. Mais j'aime pas m'engager sur ce terrain parce que, de nouveau, ça dépend du système de culture, ça dépend de la nature du sol, ça dépend des conditions climatiques au moment où on doit faire le travail et de l'historique de la parcelle, si elle a été tassée ou non tassée. Et donc, c'est, me semble-t-il, une décision qui revient à l'agriculteur. Très bien. Euh, donc, on peut travailler le sol, il faut le couvrir. Des cultures intercalaires, vous l'avez dit, des cultures d'enracinement différents dans l'idéal. Euh, J'en reviens à quelque chose qui me turlupine. J'en reviens à une image qu'a employée Mehdi dans son film, celle de l'éponge. Est-ce que par endroit, pour éviter que le sol ne devienne une éponge par trop sèche, est-ce qu'il faut maintenir un niveau d'eau suffisant tout le temps même en plein été, autrement dit l'irrigation? Est-ce que l'irrigation peut être utile pour au moins faire fonctionner le système? Alors, je me suis jamais posé la question sous cet angle de l'irrigation dont la vocation serait de protéger le sol et éviter son Voilà, dessèchement. Euh, à dire vrai, enfin, je réfléchis en temps réel là. Certes, dans des situations où la tension sur les usages de l'eau va s'accentuer, Euh, j'imagine pas qu'on dise on va irriguer le sol juste pour le mouiller. En fait, on va irriguer le sol parce qu'une culture en a besoin. certes. Et par contre, ce qu'on peut promouvoir, ce sont des pratiques d'irrigation de résilience, c'est-à-dire finalement avoir, même en période sèche, des cultures qui sont devenues suffisamment robustes et suffisamment solides pour s'être enracinées profondément et aller chercher profondément dans le sol l'eau dont elles ont besoin et, et que on ne soit pas obligé de les irriguer pour stimuler leur développement de biomasse. Donc, il me semble que la question de l'irrigation, c'est plus une question de modification de pratique pour Mhm. rendre la plante résistante que pour lui D'accord. permettre de développer de la biomasse. Alors après, est-ce qu'on irriguerait un sol complètement sec? Là, Pour je, éviter de le perdre, justement. le perdre, alors peut-être on peut irriguer au semis, j'imagine que ça se fait dans des Mhm. situations très Mhm. très sèches. Personnellement, je ne connais pas, mais de Mhm. nouveau, moi je ne suis pas agronome, donc je ne connais pas toutes les situations agronomiques qui peuvent s'exprimer. Je, on peut faire de l'irrigation au semis pour donner autour de la graine un environnement favorable à sa germination, et puis faire quelques irrigations de résilience assez précocement dans la culture pour qu'elle puisse s'enraciner et prendre de la force et vivre. Euh, Si un sol est complètement sec, eh bien, on l'a tous vécu parce qu'on a laissé cramer des plantes, des pots de Mhm. fleurs chez nous. Ben, voilà, la plante, elle est morte, mais le sol, il Continue. devrait, Ouais. sauf si ça dure 20 ans, voilà, il va quand même si on remet de l'eau, si on replante quelque chose, s'il y a quelques pluies bénéfiques, il va quand même se revivifier, au moins sous nos latitudes. Ouais, il n'y a pas Et de pour sol. l'instant. Il n'y a pas de sol mort, il faut le répéter. Et à l'inverse, si on irrigue trop, ça entraîne quoi comme ça déstabilise les sols, leur composition c'est quoi les conséquences? Alors, les Quand on... conséquences d'une irrigation un peu excédentaire, euh,
ponctuellement, ça... le sol, on l'a dit, c'est une éponge, c'est un milieu poreux qui donc contient de l'eau, mais qui contient, on n'a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent, qui contient de l'air. Et il y a besoin Mhm. des deux, il y a besoin Mhm. des gaz du sol. Si on irrigue et qu'on sature le système, eh bien, on peut asphyxier les racines et donc c'est pas du tout intéressant d'irriguer en surabondance. Cependant, on irrigue rarement en surabondance parce que d'abord, quand on irrigue, c'est qu'il fait sec et que les tensions sur l'usage de l'eau sont fortes et que donc les arrêtés préfectoraux Mhm. limitent Mhm. une irrigation outrancière. Mais surtout, l'agriculteur, il n'a aucun intérêt à ça. Il a intérêt à donner de l'eau à sa culture, mais pas en donner en surabondance. Ensuite, une irrigation répétée, et c'est ce qui se voit notamment dans des pays plutôt de climat semi-aride. Une irrigation répétée, l'eau s'infiltre dans le sol, elle va se charger en éléments minéraux, et puis quand elle remonte vers la surface, transpirée ou évaporée ou évapotranspirée, elle peut remonter des sels, et donc une irrigation mal conduite, ça peut générer de la salinisation. Notre territoire métropolitain ne souffre pour l'instant, à quelques exceptions près, pas de ce risque de salinisation, mais il ne faut pas exclure que dans le contexte du changement climatique, si l'on avait des pratiques agricoles mal adaptées, on arrive à saliniser les sols, risque auquel on n'est pour l'instant pas confronté. Ça serait un nouveau dégât collatéral majeur du changement climatique sur les sols. Essayer de pas en arriver là. On a un ami du chat qui nous regarde, Abdoulaye Tchegelei, hein, qui nous dit que dans certains oasis dans son pays, pardon, certaines oasis commencent à se tarir à cause de l'irrigation. Il y a un périmètre irrigué autour. Voilà, je donne juste l'information et je fais lecture de son message. L'agroforesterie, la plantation de haies, d'arbres dits paysans, de bosquets, etc. Ça peut avoir un rôle sur le réservoir utilisable, hein. Vous savez qu'il y a toujours cette polémique. Oui, mais si je plante des haies, je vais perdre en rendement, il y aura une concurrence pour l'eau sur les plantes. Euh, Vous avez un mot à dire là-dessus? Euh, Certes, si on, bah, c'est un peu une histoire aussi de quantité de biomasse qu'on veut produire. Euh, L'agroforesterie, la vertu sur la question de l'alimentation hydrique, c'est que on va être dans cette situation d'enracinement à profondeur différenciée et que possiblement, quand l'arbre est bien implanté, il a des racines profondes et donc il va aller chercher de l'eau plus profondément, au contraire d'une culture annuelle qui peut récupérer l'eau plutôt en surface. Ça va être aussi possiblement des périodes différentes de nécessité d'alimentation hydrique. Et puis enfin, il y a un sujet qui reste Mhm. un peu polémique et sur lequel j'ai pas d'éléments objectifs suffisamment consolidés pour proposer Mhm. un avis tranché, qui est cette question de l'ascenseur hydraulique, où des espèces pérennes en enracinement profond remonteraient de l'eau au bénéfice des enracinements plus superficiels, probablement au bénéfice des enracinements plus superficiels de la plante pérenne, mais qui donc bénéficient à la culture annuelle. Donc, les enracinements différenciés, c'est toujours bon. Est-ce que planter des haies, planter des haies, ça génère de la biodiversité et donc ça a Mhm. ses effets bénéfiques dont on a déjà parlé. Euh, est-ce que planter des haies, ça va limiter les ressources en eau de la culture annuelle? L'idée, c'est bien, pardon, de planter des haies sur la pourtour d'une parcelle, plutôt planter des arbres ponctuellement. C'est pas de remplacer toute la culture par ces espèces pérennes. Et donc, à ce titre, localement, il va y avoir une petite concurrence, mais elle ne va, à mon sens, mais de nouveau, peut-être un exercice de modélisation le démontrerait, mais à mon sens, ne va pas obérer dramatiquement le rendement de la culture annuelle. D'abord, sinon, on ne le ferait pas. Oui, c'est Excuse-moi, sûr. Frédéric, j'ai besoin de boire un verre d'eau. Allez-y, buvez un verre d'eau. Il y a deux questions qui sont arrivées. Une question de Yosra Elili, si j'ai bien lu son nom de famille, si je l'ai bien prononcé, qui vous demande concernant le travail de modélisation pour déterminer l'effet des changements climatiques sur le fonctionnement des sols, quel scénario préconisez-vous? Bon, on a un peu parlé de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire.
mais par rapport au changement climatique, selon les régions, il y a des cultures à éviter, des itinéraires à favoriser, un travail du sol particulier à poursuivre. Alors justement, bah, je suis un peu tentée de dire que si on fait un exercice de modélisation, c'est open bar sur les situations que l'on veut expérimenter. Mhm, Donc justement, j'utiliserai un exercice de modélisation pour traiter différents aspects. La question, par exemple, de la succession culturelle, la question d'enracinement différencié, là où on va avoir un problème majeur quand on fait de la modélisation du fonctionnement des sols en situation de changement climatique, c'est que quand on fait de la modélisation sous scénario, on sait mhm, faire du changement climatique. On a des modèles du GIEC, on a des experts climatologues qui nous disent les précipitations vont être comme ceci, la température va être comme cela. On a des scénarios sur des systèmes de culture. On peut s'adresser par exemple au dispositif Louisa qui fait des propositions mhm, d'occupation du sol. Mais les sols, eux, ils vont être constants. Or, si pendant une période de plusieurs décennies, le fonctionnement du sol est modifié, le fonctionnement hydrique du sol est modifié, il y a un moment où ça va finir par se voir sur les propriétés du sol. C'est-à-dire que la conductivité hydraulique ou l'infiltration vont être changées. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas le modéliser, on ne sait pas le représenter. Et c'est d'ailleurs un axe de recherche actuel. Comment faire de la projection en 2100 du fonctionnement d'un système agricole en ayant fait bouger le climat, les cultures et les sols. Pour l'instant, on sait faire le climat et les cultures. On ne sait pas faire les sols. Et donc, tous les scénarios, toutes les modélisations qu'on voit à long terme se font à, entre guillemets, sol constant. Et là, on a un petit job à faire, les gens qui travaillons dans la recherche. Oui, il y a un peu de boulot, hein. Il y a encore, comment dirais-je, il y a encore du bruit de fond, il y a encore des incertitudes. Il y a Charles Gers qui vous dit, qui vous parle des mycorhizes, hein, pour les remontées d'eau avec les arbres et les haies. Les mycorhizes peuvent t'aider, mais vous n'êtes pas une spécialiste des mycorhizes, hein, chère Isabelle. Je ne suis pas une spécialiste des mycorhizes, mais je peux vous partager une très belle illustration d'une étude américaine Ah oui. récente qui a été publiée en 2024. Peut-être que Charles, vous connaissez ses travaux. Euh, alors, c'est une expérimentation en laboratoire sur la folle avoine. Mhm, Et donc, les expérimentateurs font pousser de la folle avoine dans un réservoir que l'on voit ici, qu'ils ont mis au contact d'un autre réservoir sur lequel il y a de l'eau marquée pour qu'on puisse bien savoir ce qui a été transpiré, pas transpiré. Et puis, entre ces deux réservoirs, nous avons ici un fil de nylon avec des trous de diamètre 18 micromètres qui permettent aux ifs mycéliens et aux racines de passer d'un réservoir à l'autre. La plante pousse un peu et puis au début de l'expérimentation, on va mesurer la quantité d'eau qui est transpirée par ce système dans lequel on a des mycorhizes. Vous voyez qu'au bout d'une journée, on a transpiré un peu plus de 2 millimètres d'eau. Au bout mhm. de 2 jours, on a transpiré 5 millimètres. Et au bout de 3 jours, on a Très transpiré bien. presque 8 millimètres. Maintenant, reproduisons cette expérimentation, mais à la place, alors oui, d'ailleurs, vous avez une petite image ici, vous voyez de la racine avec la mycorhize qui vient à son contact. Et vous voyez au passage que auprès des grains, Mhm. qui sont pas des cailloux, mais qui sont des éléments minéraux, vous voyez bien les racines qui viennent tout à fait au contact de ces cailloux. Ouais. Reproduisons l'expérience, mais désormais entre ce compartiment où pousse la folle avoine et ce compartiment où l'on apporte de l'eau labellisée 18, eh bien, nous avons mis un fil de nylon qui ne fait plus 18 micromètres de maille, mais 0,45 micromètres de maille. Ni les racines, ni les Ils ifs ne mycéliens peuvent ne passer. peuvent D'accord. passer. Et vous voyez, Ah sans que j'ai oui. besoin de commenter plus avant, les conséquences très importantes sur la quantité d'eau transpirée. Donc, on voit bien que, et donc les auteurs proposent un petit schéma explicatif tout à fait parlant, où vous avez ici la racine qui est représentée
en vert. Et puis vous reconnaissez ici les particules minérales du sol. Et puis en bleu, bien sûr, l'eau dans le sol. Et vous voyez cette mycorhize qui vient capter l'eau et l'apporter à la racine selon ce dispositif. Là, pour le coup, on est dans les cellules végétales. Je ne me Mhm, hasarderai pas mhm. à vous expliquer ce processus physiologique qui sort de mon champ de compétences, mais on voit que la mycorhize vient au cœur des cellules végétales apporter l'eau. D'où le rôle important des mycorhizes. Ce schéma que vous venez de nous présenter ne favorisera pas l'industrie du fongicide, on l'aura compris. Julien Fiquepron a une remarque à vous faire. Vous avez évoqué les possibilités d'améliorer le RU. Alors pour moi, RU, c'était resto universitaire, mais donc c'est réservoir d'eau utilisable. J'en profite pour vous lancer sur le sujet des risques de dégradation du RU, érosion, tassement. En forêt, nous n'avons pas beaucoup d'options pour améliorer le RU. Nous devons surtout éviter de le dégrader, notamment par le tassement du sol. Oui, ça, c'est un élément important. Le passage des engins lourds ne favorise pas la circulation de l'eau dans le sol. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été mentionné, le tassement a été mentionné dans dans la petite séquence introductive. Mhm, Juste, le tassement n'est pas une pratique, le tassement est un niveau de dégradation. mhm, Et effectivement, eh bien, qui dit sol tassé dit paradoxalement que ne diminue pas le rue, parce que si on tasse, on fait des pores de plus petite taille, donc on peut stocker plus d'eau, mais quand on tasse, on enlève les gros et donc on ne peut plus permettre à l'eau de s'infiltrer et donc la quantité d'eau disponible est plus faible. Et effectivement, les menaces majeures de dégradation des sols que sont le tassement et l'érosion, on doit à tout craint lutter contre pour maintenir, tant que faire se peut, de l'eau dans le sol. Alors, l'érosion, euh, le tassement, on vient d'en parler, ça va limiter la capacité d'infiltration et donc ça va aussi générer du ruissellement. L'érosion, c'est la même chose. Quand le sol est battant et que les gouttes de pluie arrivent à la surface du sol, elles vont créer une croûte de battance et l'eau va ruisseler et non pas s'infiltrer. Puis en ruisselant, elles vont emporter des particules de sol qui vont aller plus loin dans le bassin versant. Et donc c'est la double peine, c'est-à-dire que on n'infiltre pas l'eau, elle n'est pas stockée, et en plus on perd le sol, on perd son mhm. capital. Donc à tout prix, il faut lutter contre l'érosion et le tassement, qui sont des risques majeurs de limitation de capacité du sol à restituer de l'eau. Et puis troisième menace, on en a déjà parlé, qui est en lien avec le fonctionnement hydrique, c'est celle de la salinisation. Charles Gers qui me taquine, la plupart des graines, me fait remarquer que la plupart des graines sont actuellement enrobées par les fongicides. Les industriels ont tout compris. Je ferme la parenthèse. Moi, j'ai l'esprit d'escalier. On vient de parler de tassement. Et si on détasse, si on désartificialise, on fait de l'infiltration à la parcelle, je retire le macadam et hop, l'eau devrait arriver par miracle dans le sol. Ça se passe comme ça, où le sol, faut le travailler un peu, faut lui amener, je sais pas, un peu d'argile, un peu de matière organique. Un sol qui était couvert, tassé, et qui tout d'un coup recouvre la lumière, est-ce qu'il va redécouvrir sa capacité, recouvrer sa capacité à retenir de l'eau tout d'un coup, où il faudra du temps? Frédéric, quand vous avez dit désimperméabiliser, vous pensez à un sol urbain, par exemple? Oui, oui, Ou un sol urbain, Ah pardon. oui, Oui. on, Ok, donc en milieu urbain, on démacadamise, comme vous avez dit, Des donc bétonises, on oui. débétonise. Euh, alors, en général, quand on a bétonisé, on a commencé par enlever la couche de matière organique, on a en Mhm, général un petit peu creusé et on est allé sur le sol du géotechnicien et pas le sol de l'agronome. Donc, on a en général enlevé beaucoup la matière organique. Donc, les expériences de désimperméabilisation dans les villes, pour autant que je sache, sont des expériences où on rapporte, mhm, alors de façon exogène, on rapporte de la matière organique ou de la terre végétale. Et puis, ce qui fait que le système va s'installer, c'est qu'à un moment, on y met des plantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste apporter de la matière organique et puis attendre un peu de voir ce qui se passe. Ce qui va structurer le sol, ça va être d'y faire pousser des plantes, des arbres. C'est heureux de voir que de nombreuses municipalités désimperméabilisent des espaces. euh, Repositionne de la végétation avec tous les bénéfices que ça a en ville. Certes, ça recrée
ce que certains appellent la trame brune, c'est-à-dire la Mhm, circulation de l'eau dans le mhm, sol. Mais là, je pense qu'il faut rester un peu prudent par rapport à ça. Mais c'est plutôt que ça réduit les îlots de chaleur parce que les éléments végétaux vivants, ça va être des espaces qui vont être actifs sur le cycle de l'eau très, très localisé. Et pour le coup, là, c'est la biomasse qui va faciliter les choses parce que le sol duquel on a retiré le chapeau qui l'empêchait de vivre correctement, parce que ce sol n'est plus structuré, n'a plus les pores qui lui permettaient d'assurer par lui-même le réservoir utile. Là, il faut amener des plantes, voilà, pour l'ouvrir. À mon sens, il faut amener des plantes parce que quand le sol a été couvert pendant très longtemps, mais il n'y a plus eu. Bon, d'abord, en général, on ne s'est pas contenté d'enlever la terre végétale, Ouais. on a aussi mis un petit bon coup de tassement pour assurer des fondations. Donc, en plus de ça, il faut décompacter, c'est compliqué. Mais cependant, c'est pas du tout impossible. Mhm. Et de nouveau, il y a beaucoup d'initiatives dans les villes où on va casser des parkings, mettre. Après, je fais une parenthèse. Le mieux pour désimperméabiliser, hein, c'est de ne pas imperméabiliser. Oui, c'est sûr. C'est Ça, Et, sûr. ça, il faut que, je me permets une autre petite incise, il faut que les pouvoirs décisionnaires dans les villes l'entendent de façon intense. Et que la question de zéro artificialisation nette, c'est aussi ce qui va permettre l'avenir de la production, l'avenir des services qui sont rendus par les espaces agricoles et les espaces naturels. Ouais, sauf que le ZAN a été un peu déconstruit, comme il faut dire aujourd'hui, par le Sénat. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un point de vue sur le risque RGA, rétractation, gonflement des argiles, qui touche une maison sur deux? Est-ce que la connaissance du sol que vous avez, la connaissance de l'eau dans le sol, peut permettre d'éclairer des aménageurs, des assureurs sur ce risque qui devient le plus effrayant pour les assureurs parce qu'il devient le plus coûteux pour eux? Plus coûteux. Oui, oui, oui. Alors, le risque, bon là on sort du champ Oui, oui, oui. agronomique, donc on s'éloigne un peu de mes bases, mais pour ce que j'en sais, le risque RGA, il est, il est évalué à partir de la teneur en argile des sols et de la nature des argiles, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont des capacités de retrait-gonflement ou pas, parce que ce n'est pas le cas de Mhm. certaines n'ont pas de retrait-gonflement. Euh, pardon. Et donc là, bien. euh, c'est effectivement la quantité d'eau dans le sol et donc possiblement cette quantité qui serait plus l'eau liée qu'on a vu dans le visuel que je vous avais montré, qui doit être un élément diagnostique, j'imagine, pour évaluer si ce risque existe ou pas. Mais là, je pense qu'il faut que Frédéric vous organisiez une émission de C dans le sol avec un géotechnicien pour abonder cette question. Oui, 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 c'était une petite insiste pour terminer. Mais mine de rien, là, j'ai animé 2 jours de débat à Montpellier sur l'eau. Il y a quelqu'un du BRGM qui a dit attention, désartificialiser, planter en ville pour faire de l'ombre très bien, mais pas là où il y a des smectites, parce que là où il y a des smectites, la plantation ne ferait qu'aggraver le risque RGA. On fera peut-être une émission, nous verrons bien. Tout va bien, Isabelle, tout s'est bien passé. Alors, c'est à vos auditeurs qu'il faut le demander, à vos auditeurs, vos auditrices. Moi, ça va bien. Ah bah, ils ont l'air contents, ils sont toujours là 1 heure presque et quart après, il y a eu des questions. Allez, si, une petite dernière, vraiment parce que c'est vous, de Yosra et Lily, votre avis sur le projet de directive européenne des sols, directive cadre sur la santé des sols, vous avez un avis? Ah, alors, en une minute, euh, Ouais. euh, alors bah, je trouve ça remarquable que Mhm, l'Europe se dote d'une directive cadre sur la résilience et la mhm, surveillance des sols, parce que c'est bien, à mon sens, d'une initiative européenne que vont pouvoir, dans les situations politiques complexes que l'on connaît en Europe, que vont pouvoir peut-être se mettre en œuvre des politiques nationales. Donc moi, je salue fortement les activités de cette directive cadre. Alors, bien sûr, on peut on peut se dire qu'elle est peu ambitieuse en matière d'indicateurs de qualité des sols, mais comme dirait un collègue à moi, ce qui est important, c'est de mettre le pied dans la porte. Et là, on a mis le pied dans la porte, c'est bien. Sur la partie spécifique de la question de l'eau, la directive cadre
nécessite que l'on fasse des évaluations au niveau national. L'indicateur proposé est pas très simple parce que il s'adresse à un calcul qui se fait non pas sur un sol, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des indicateurs de la directive, mais sur un bassin versant. Ça, voilà, ça complexifie un peu, mais pour moi, ça n'est pas une limite. Au contraire, c'est une chance et j'espère bien que les discussions qui sont en bonne voie vont aboutir à l'adoption de cette directive par les États membres. Merci Isabelle Cousin. Je sens aux hésitations dans votre gorge que votre réservoir d'eau utilisable est arrivé au bout. Il est temps, Complètement. il est temps que votre assistant vous aide et fasse circuler de l'eau à nouveau par votre bouche. Merci d'avoir été là, d'avoir été aussi clair. Vous êtes passionnante. 1 heure et quart, c'est passé comme si ça avait duré 5 minutes. Mesdames, Messieurs, sachez que cette émission sera en ligne d'ici un mois sur le site media.eywa avec un texte que je vais me charger d'écrire. Et pour la suite, eh bien, attendez la rentrée en septembre. Il y aura bien d'autres sujets. On continue. Vous êtes resté à peu près 70 sur 1 heure et quart à 7h06. C'est très bien. Quant à moi, c'est une sorte de tradition depuis 42 émissions. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que je vais manger? Eh bien, une jardinière de légumes, donc avec des légumes d'enracinement différents. J'ai donc œuvré pour l'eau dans les sols. Et Isabelle Cousin, si vous voulez, vous faites l'aller-retour depuis Orléans et je vous en garde pour vous. Ça cuit depuis 2 heures, je crois. Merci à tous, mesdames, messieurs. Chiche. Vous pouvez reprendre une vie normale. Cette émission est terminée. Vous pouvez vous déconnecter. À bientôt à la rentrée.